Récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre François Legault est donc passé, mauvais moment à passer, c'est fait devant la commission Galland avant hier. Et là, vraiment, tous les yeux se retournent vers la succession d'événements qu'il nous a déjà promis là, pour la rentrée parlementaire. Ouais, à commencer par le remaniement ministériel qui devait arriver aux alentours de la fête du travail. Finalement, la fête du travail est arrivée. Il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Non, mais là, c'est la commission Galland qui est devenue la priorité. Oui, c'est ça, avec le témoignage du premier ministre à la commission Galland, ça a tout décalé, ça. Maintenant, notre collègue Alain Laforêt, lorsqu'il a croisé le PM hier, parce que c'était jour de conseil des ministres hier, a posé la question à M. Legault. Il a dit, est-ce qu'il reste des obstacles à franchir avant votre conseil des ministres? M. Legault a dit non. Elle a répondu non, soyez patient, ça s'en vient. Maintenant, il y a toutes sortes d'informations qui circulent, notamment de la Société d'État ce matin qui dit que ce serait fait en début de semaine prochaine. Et l'autre information qui est importante, c'est ce serait une annonce qui viendrait, toujours selon la Société d'État, dans les prochaines heures, que le premier ministre reporterait le caucus précessionnel de la CAQ qui était initialement prévu la semaine prochaine à Thetford Mines, mardi et mercredi. Cette décision-là pourrait paver la voie à un report, justement, du début de la session parlementaire. Ça devait recommencer les travaux le 16 septembre. Mais là, Mario, c'est toi qui as cette expérience-là politique. Tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, l'agenda devient trop serré? Tu n'aurais pas de caucus précessionnel. Après ça, un nouveau conseil des ministres, remaniement ministériel. Il faut que les ministres aient le temps de faire aussi prendre connaissance de leur dossier. Le caucus, je te dirais, c'est une moindre... À la limite, tu pourrais réunir tes députés une fin de semaine. Mais le plus gros obstacle, il faut avoir compris ce que c'est qu'un cahier de brefage. Toi, on te nomme demain matin, là, tu deviens nouveau ministre de l'Environnement. Oui. Tu sais, mettons des dossiers ouverts, là, un dossier de ceci, le projet de loi qui est en marche, un autre projet de loi qui est en rédaction, l'autre qui est prêt à être déposé. Là, après ça, tu as une controverse dans telle région, une autre dans telle... Là, il faut tout que tu étudies ça. Puis les projets de loi, c'est qui les opposants, pourquoi ils s'opposent, c'est quoi les articles controversés, c'est l'article 16, l'article 22 qui sont problématiques et qui vont passer mal auprès de tel type de groupe, puis un autre auprès des maires, les maires des villes l'aiment pas. Faut tout que tu apprennes ça, là. Pour que j'arrive préparé à la rentrée parlementaire. Et à la période de questions. Parce que sur tous les sujets qui sont dans le cahier de brefage, là, c'est des sujets où n'importe quel matin... un des journaux du Québec ou une télé peut avoir un scoop là-dessus, puis là, ça te rebondit, puis ça devient le sujet numéro 1 dans l'actualité. Faut que tu sois prêt à répondre à la période des questions. Donc, mettons, est-ce que tu peux faire un remaniement un jeudi, puis la rentrée parlementaire est le mardi d'après? Impossible. Impossible. Tu peux toujours le faire, mais ça va mal virer. Là. Tes ministres vont arriver, ils seront pas préparés, ils vont se mettre les pieds d'un plat, ils vont promettre quelque chose, puis ils vont... Tu sais, quand ils vont revenir au bureau, le sous-ministre va leur dire, mais là, t'as promis ça, mais on n'est pas capable de le faire, là. On a telle contrainte, on n'a pas les budgets. C'est pas trop ce que la CAQ a besoin dans cette rentrée parlementaire. Des nouvelles controverses. Donc, un nouvel élan. Et là, pour ce qui est du remaniement, il y a une autre pression sur François Legault. C'est qu'aujourd'hui même, il y a un départ. Oui, et c'est la presse qui nous apprend ça. C'est une information qui avait déjà circulé. Mais c'est confirmé de partout. Là. Effectivement. Elle vient tout juste dans les dernières secondes de convoquer la presse. Bon, voilà. André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, convoque la presse pour une annonce importante. Alors, on sait laquelle. L'annonce importante, ce serait son départ de la politique pour se lancer à la mairie de Saguenay. Je dis on sait laquelle parce que les gens de Saguenay savent qu'il y a des organisateurs sur le terrain qui ont commencé à s'activer pour elle, puis tout ça. Mais à Saguenay, c'est pas un gros secret qu'elle va se présenter à la mairie, donc elle va quitter le cabinet Legault. Et là, bon, regardons le calendrier. On est en septembre 2025, donc un peu plus d'un an de justement le rendez-vous électoral de 2026. Qu'est-ce que ça veut dire, Mario, pour la suite des choses? Parce que là, on a eu Arthabasca, on a eu l'élection partielle d'Arthabasca. Qu'est-ce qui va se passer là, avec le départ de Mme Laforêt? Parce que les élections municipales, c'est là, c'est en octobre. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le cauchemar de François Legault. Parce que François Legault aurait payé cher pour qu'André Laforêt démissionne après le 2 octobre. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe le 2 octobre? C'est que depuis, écoute, je siégeais à l'Assemblée nationale, je faisais partie de ceux qui poussaient ça. Ça doit faire 25-30 ans. Il n'y a plus au Québec d'élections partielles dans la dernière année du mandat. Parce qu'il y avait eu des élections partielles, puis je veux dire, mettons, le député était élu, puis les élections étaient 2 mois plus tard. Ouais, ça peut c'est puis là, on disait, ben oui, là, t'élis quelqu'un, tu fais une élection partielle, puis quelqu'un, il siège 2 mois. Fait qu'on a dit, dans la dernière année du mandat, on fait plus d'élection partielle. Et donc, là, t'arrives à ce phénomène où là, on aurait pu l'éviter.
Et là, Mme Laforêt, elle, n'a pas le choix. Faut qu'elle démissionne, faut qu'elle quitte son poste parce qu'il faut qu'elle se libère. Écoute, elle avait été élue mairesse de Saguenay, là. Il faut qu'elle aille faire campagne, il faut qu'elle se libère pour aller faire campagne. Donc, ça veut dire que François Legault doit faire dans un comté quand même, prenons le comparatif. À mon avis, Arthabasca était un comté beaucoup plus facile pour la CAQ que Chicoutimi. Mm-hmm. Mais là, il se retrouve avec une partielle dans Chicoutimi, là, au cœur du Saguenay. Fait que ça, c'est un autre problème. C'était un autre problème sur sa planche à dessin. Mais enfin. Donc là, c'est ça. Je pense qu'on va avoir des précisions aujourd'hui, demain. Tu sais c'est une mini-complication qui est contournable, mais la lieutenant-gouverneure du Québec, Mme Janotte, je veux dire, on n'entend jamais parler, mais le jour d'une assermentation, on entend toujours parler parce que officiellement, là, c'est le lieutenant-gouverneur qui, comme à Ottawa, c'est le gouverneur général qui assermente les ministres ou qui participe, qui fait prononcer l'assermentation. Au Québec, c'est le lieutenant-gouverneur. Mme Janotte, je sais pas quoi, il y a une réunion statutaire, est à Edmonton la semaine prochaine. Bon, ben là... Elle peut pas faire ça par visioconférence. Tu pourrais demander, je pense que c'est le juge en chef de la Cour du Québec. Il y a un personnage de remplacement, c'est juste que est-ce que François Legault pourrait déplacer sa date pour dire, ben là, on va attendre la vraie lieutenant-gouverneur, la vraie personne, mais c'est comme juste une autre petite contrainte qui s'ajoute dans le paysage. Ou est-ce qu'elle pourrait tout simplement dire... j'annule mon voyage à Edmonton. Oui, j'ai une urgence nationale. On me convoque pour un remaniement. C'est pas comme si, les engagements, je comprends là, que c'est une fonction qui est très protocolaire, là, mais tu sais, il y a une fois où il faut que tu sois là. Ben, moi, c'est mon raisonnement. Prioriser ça. Mais là, je suis obligé de te dire que on disait ça aussi de Mme Lise Thibault. Ah oui. Exemple, dans les fins de session parlementaire. Oui. Quand il y a une loi spéciale, mettons, pour le retour au travail d'une grève, là, la loi est votée d'urgence. C'est urgent qu'elle soit sanctionnée parce que tu sais que les parlementaires votent une loi. Au Parlement, on vote une loi. Elle n'est pas loi tant que le lieutenant-gouverneur n'a pas mis sa signature en bas. La sanction royale. Ben oui. Oh. Elle était où, elle? Oh! Elle était au golf. Je niaise pas, je suis sérieux. Là, elle était au golf? Et là, la légende veut qu'il y a un employé de l'Assemblée nationale, mais un employé du bureau du secrétaire général qui est très occupé en fin de session parlementaire, qui sautait dans son char avec le projet de loi. Oui. Avec le projet de loi adopté sur le siège du passager. Avec son poteur dans les mains. Non. Avec le projet de loi adopté sur le siège du passager. Ben voyons donc. Oui, monsieur. Entre le 9e et le 10e. Oui. J'allais faire signer madame, là, dans les Laurentides, dans tes Laurentides, Alexandre, ou n'importe où madame se trouvait. Puis elle signait le projet de loi. Puis là, il remettait le projet de loi signé sur le siège du passager, puis il redescendait à Québec. Puis là, la loi avait force de loi. Parce qu'elle était pas... Pendant que le Parlement siégeait à Québec pour adopter... Tous les députés étaient convoqués pour loi spéciale, situation d'urgence. Puis le lieutenant-gouverneur... avait un foursome. C'était vraiment une bonne partie, elle pouvait pas lâcher. Oui, je comprends ça. Bon, commission Galland, les travaux se continuent. Ben, hier, on a entendu l'ancien secrétaire général là, du gouvernement, Yves Ouellette, qui essentiellement est venu contredire ce que les anciens PDG de la SAC ont affirmé, là, c'est-à-dire, ben oui, on avait avisé que les coûts allaient exploser. Alors, lui, il dit, j'ai jamais été mis au courant de ça. Marcelet et Ducharme ont dit le contraire en commission. Alors, qui dit vrai? M. Ouellette, lui, tu sais, quand on dit l'ancien secrétaire général du gouvernement, c'est le plus haut fonctionnaire. C'est l'homme de confiance du cabinet du premier ministre. Et quand il y a eu une rencontre en campagne électorale en 2022, il dit avoir demandé à M. Marcelet comment ça allait, sa clique. À ce moment-là, on lui aurait répondu que tout roulait sur des roulettes, tout va bien, Madame la Marquise, si je paraphrase, sans mention de dépassement de coûts. Autre témoignage qu'on a entendu hier, puis bon, je comprends que c'est pas les gros noms politiques, mais ce sont des témoignages importants. Là, on change complètement de registre. Oui. On tombe avec des gens de la SAC qui avaient les deux mains dans le gâteau. Oui, une planificatrice, une contrôleuse du projet, Marie-Claude Lemire, qui a dit que SACLIC était un des plus gros projets au monde, mais que selon elle, c'était pas un fiasco. Elle dit qu'un fiasco, c'est un échec complet, puis elle dit que SACLIC, ça fonctionnait quand même là, dès le jour 1, malgré certains problèmes là, dans l'ensemble là, du système. On rappelle que
Plusieurs personnes ont fait la file en plein hiver, en février 2023, à cause des ratés de la transformation numérique. Alors, bon, elle a amené cet éclairage-là. Autre donnée qu'on a eue hier, parce que c'est un nom qu'on entend souvent là, à la commission Galland, c'est Carl Malenfant. On se demande à quel moment on va l'entendre. Mais c'était comme l'architecte, le patron du projet CASA qui développait sa clique. C'est lui qu'on a hâte d'entendre aussi. Lui, ça se fera dans la semaine du 15 septembre. Ouais, lui, ce que je comprends, c'est qu'il y avait aussi un pouvoir pour octroyer les contrats. Oui. Pas juste la planification informatique, mais octroyer les contrats des sous-traitants, lesquels contrats, à l'heure actuelle, là, sont sous analyse de l'UPAC si les informations qui nous parviennent sont bonnes. Mais j'ai quand même trouvé que cette dame-là, hier, amenait un autre éclairage, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de la malversation? Ça se peut. Est-ce qu'il s'est gaspillé de l'argent? Ça se peut. Mais moi, sais-tu qu'est-ce que je serais curieux? Je serais curieux, là, puis on le saura, que le patron, mettons, d'une grande banque, la Royale, la Nationale, la CIBC, nomme-les, viennent nous dire, quand ils ont tout mis en ligne, tous les paiements en ligne, les systèmes, là, tout. Des grosses transitions, là. Combien ça a coûté? Est-ce qu'ils ont eu des dépassements de coûts? Est-ce qu'il y a eu des... Non, mais pour vrai, là, puis à 99%, je suis sûr que la réponse serait oui. En informatique, c'est souvent... Qui nous dirait ça a été un cauchemar. Puis qui nous dirait, ben là, on était rendu aux 2/3 ou aux 3/4 du projet. Puis là, notre fournisseur informatique nous a dit, écoute, ça va prendre 100 millions de plus. Puis là, ben, tu peux-tu vraiment dire non? Dire, hey, on abandonne tout. On se mettra pas en ligne, nous. Tu sais, t'es pogné, là. Tu peux pas changer de fournisseur informatique. T'es dans le projet. Tu sais, l'expression le bras dans le tordeur, là, t'es dans jusqu'au biceps. T'as juste un choix, c'est de dire oui, rallonger l'argent, compléter le projet. Puis de fait, ça clique, ça marche maintenant, ça fonctionne. Fait que, tu sais, puis ce que la madame disait hier, elle disait, ça clique, elle dit, ça fonctionnait dès le début. Oui, il y a eu des ratés, il y a eu des erreurs, mais c'est quoi qui n'a pas fonctionné au début? Est-ce que c'est la plateforme informatique elle-même ou c'est le fait qu'on a voulu trop en faire, rentrer en même temps le système d'authentification gouvernementale? Parce que le plus gros problème, c'est que les gens ne pouvaient pas rentrer dans ce clic. Le fameux SAG. Le SAG, parce que c'est l'authentification gouvernementale qu'on a voulu tout faire en même temps. Fait que, tu sais, je trouvais qu'hier, il fallait quand même écouter cette personne-là. Puis l'autre affaire qu'elle a amenée, puis là, on va parler à un expert tout à l'heure, elle dit, un des problèmes qu'on a eu, on manque de programmeurs au Québec, on faisait affaire avec des programmeurs en Inde. Puis eux, ils développaient SACLIC, mais ils savaient pas c'était quoi la SAC. Ils savaient pas c'est quoi un permis de conduire au Québec, ils savaient pas ce qu'on fait, ils savaient pas rien. C'est rassurant. C'est rassurant, mais est-ce que c'est... Je sais que dans le monde informatique, là, la sous-traitance en Inde, où il y a beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'ingénieurs informatiques, mais on va parler à un expert pour savoir, c'est-tu débile de la part de la SAC d'avoir fait affaire avec des gens en Inde? C'est-tu normal? C'est-tu une façon... C'est-tu une économie de bout de chandelle? Mais c'est comme si on fouille pas. On prend pas le temps de regarder ce qu'on fait, qui on engage, quand on octroie un contrat. C'est qui cette firme-là? Est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils sont bien briefés? C'est comme si on fait pas ça. Ouais. Mais des firmes, c'est qu'il n'y en a pas. Des firmes capables de faire ça, il n'y en a pas 1 million non plus. Fait que les firmes savent qu'ils sont peu nombreuses, puis ont un gros pouvoir. Puis une fois que tu as le bras dans le tordeur, ils ont un pouvoir absolu. Bon, Dr Boileau quitte son poste. Oui, ça, la nouvelle est tombée en fin de journée hier. Dr Boileau qui quitte son poste de directeur national de la santé publique, en fait, 1 an avant la fin de son mandat. Son mandat devait initialement durer 4 ans et se terminer l'année prochaine. Va être remplacé par la docteure Caroline Quach, qu'on a entendu notamment pendant la pandémie, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste. Elle a 53 ans. Elle a reçu l'aval du Conseil des ministres pour sa nomination d'ailleurs. Et là... Mais très, comme remplaçante, très crédible. Ah oui, une réputation qui dépasse les frontières du Québec. La question est surtout... C'est le timing. C'est le timing, c'est ça. Est-ce que le docteur Boileau, là, on nous jure qu'il avait annoncé son départ en début d'été? Oui, au début de l'été, c'est ce que le cabinet du docteur Boileau a réitéré hier. Mais... on a tous en tête les images qui sont devenues virales de son altercation avec le trottinettiste qui cherchait le trouble aussi, là, qui circulait à contresens. Après ça, il y a eu altercation verbale entre les deux, mais le trottinettiste, qu'on ne sait toujours pas c'est qui d'ailleurs, Dr Boileau, lui, a été mis beaucoup sous les projecteurs là-dessus, mais et là, il y a eu altercation verbale, des mots qui ont été échangés, la fameuse réplique du Dr Boileau qui a dit « Sais-tu à qui tu t'adresses? » Ça, souvent, ça passe mal. Ça passe mal, ça. Mais on saura jamais. Probablement qu'on n'aura jamais la réponse. Il avait dû s'excuser. Ça a probablement dû déranger bien des gens dans l'appareil gouvernemental, mais cette pourtant, sortie-là. Le public s'était rangé du côté de Dr Boileau. Oui. L'opinion était favorable quand même. Mais il y a 3 hypothèses. Un, ça se peut que c'est parfaitement vrai qu'il avait décidé de quitter avant l'été.
2, ça se peut que ça a déplu au gouvernement ou à Christian Dubé ou qu'on n'a pas aimé cette attitude-là puis qu'on le veut en dehors des controverses puis qu'on l'a encouragé à quitter un peu plus tôt. Remarque, c'est pas comme s'il quittait à 35 ans. Là. Je sais pas, il doit arriver quand même proche de l'âge où dans le secteur public on peut songer à la retraite. L'autre hypothèse, c'est carrément que lui, ça l'a écœuré, là. Tu sais, d'avoir sa face dans le public, il s'est fait écœurer pendant la pandémie, puis là, il a dit, moi, je suis tanné, puis j'en veux plus. C'est-tu le trottinettiste ou le fait qu'il a mangé beaucoup de fast-food? C'est ça qui a dérangé. Qu'il y avait du Burger King dans les mains. Bon, début du Festival de films de Toronto. Bon, c'est la 50e année. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 14 septembre. Il y a 300 productions. On sait qu'on est dans la valse présentement des festivals. Il y a la Mostra de Venise aussi présentement. On sait qu'il y a eu une controverse avant même que ça parte, ce film-là, à cause du documentaire canadien sur les attentats du Hamas du 7 octobre. Au début, on a dit on va l'enlever. Ça répond plus aux règles. Finalement, l'international, ça a chialé. Voyons donc, on censure des documentaires comme ça. Donc, finalement, ce sera présenté. Est-ce qu'il y aura des manifestations? Parce qu'il y en a de plus en plus dans ce genre de festival. Même à Cannes, on commence à voir ce genre d'affaires-là. Il y a des films québécois aussi qui vont être présentés. 1000 secrets, 1000 dangers de l'auteur Alain Farah qui est porté à l'écran par le réalisateur Philippe Falardeau, entre autres. Il y a Myland Kicks qui a été tourné dans le Myland. Relation amour-haine avec Toronto. C'est cette cinéaste qui s'installe ici puis qui tripe sur Alanis Morissette. C'est un peu ça la prémisse de ce film-là qui sera présenté. Il y a Gratin, là, je veux dire Angelina Jolie est attendue, Matthew McConaughey, il y en a plein. C'est l'un des gros festivals, là, malgré le fait qu'il y en a 1000. À Toronto, c'est l'un des plus prestigieux. Et il commence aujourd'hui même. Alors, on va avoir de l'actualité là-dessus. On va suivre ça pour vous. Ça va nous donner peut-être, je sais pas, il y a de moins en moins de monde dans les salles de cinéma. Est-ce que ce genre de festival peut aider? Est-ce que c'est une belle carte de visite? Bref, on regardera ça pour vous. C'est une belle journée aujourd'hui, Charles-Antoine, pour une partie de la population. Voilà. Et je crois que t'en fais partie. J'en fais partie. Début de la saison de la NFL ce soir avec tes Eagles. Je veux savoir, est-ce que tu as un accoutrement, est-ce que tu as un uniforme pour les matchs des Eagles, surtout le premier de la saison? Faut que je dise que là, je vais même rater le début du match parce que le commissaire de ma ligue, de mon pool de football, a mis... Ben non. Juste avant, là. Ça va y avoir un overlap, là. Ça va embarquer un par-dessus l'autre. Je risque de voir le botté d'ouverture, pas de son, avec mes écouteurs sur les oreilles, en train de participer à mon pool de football. J'espère que ça va être sa dernière année à ce commissaire-là. Est-ce qu'on pourrait congédier le commissaire sur cette base-là? Ben, peut-être. Donc, ça débute avec les champs. Mais là, normalement, il n'y a pas de match ce soir, là. C'est une des pires équipes contre les gagnants du Super Bowl. Les pires équipes, oui. Les Cowboys, mais... peut-être galvanisé par toute la controverse autour de la transaction. Mais parfois, ça peut unir une équipe à court terme. Mais les gagnants du Super Bowl, qui sont sur le party tout l'été, tout le printemps, c'est rare qu'ils commencent bien la saison suivante. Les 4-5 premiers matchs des gagnants du Super Bowl sont souvent mauvais. Le premier match est souvent moins pire. Plus souvent qu'autrement depuis 20 ans, les champions, parce que à chaque année, les champions du Super Bowl commencent la saison. Premier match, c'est donc ce soir, Eagles Cowboys. Et plus souvent qu'autrement, les champions en titre gagnent le premier match, mais ensuite ont un premier mois plutôt difficile. On s'en est parlé ensemble, c'est arrivé seulement 9 fois dans l'histoire de la NFL qu'on défende un titre de champion du trophée Vince Lombardi. Donc c'est ce soir, on va l'analyser plus en profondeur. Et d'ici à notre prochaine discussion, je vais parler à la directrice de l'Académie Saint-Louis et un responsable des projets spéciaux. Il y a référendum ce week-end pour le fameux bruit. Souvenez-vous de ce terrain de football où il y a 25 résidents autour de la polyvalente qui veulent pas aucun bruit pendant les matchs de football. Pas d'annonceur maison, pas de crécelle, pas d'encouragement, pas de rien. C'était où ça donc? C'est à Québec, l'Académie Saint-Louis. Saint-Lambert. Oui, exactement. Vexe pas les gens de Saint-Lambert, toi, là. Mais j'ai très hâte de les entendre et on s'en rediscute un peu plus tard. Merci, Charles-Antoine.